Tension au Canada Rexton, au Nouveau-Brunswick. En 2013, ce chaos est dû à un conflit autour du gaz de schiste. Le gouvernement souhaite utiliser une méthode appelée fracking, ou en français fracturation hydraulique, afin d'extraire ce gaz. Mais beaucoup s'y opposent. Les membres des Premières Nations, en particulier les Micmacs de la communauté des Sipogtog, ainsi que des écologistes et des habitants s'inquiètent pour l'environnement et leur sécurité. Pour les Micmacs, cette lutte va bien au-delà de la protection de la nature. Elle touche ainsi à la défense de leur terre ancestrale, de leurs droits et de leur mode de vie traditionnel. Ils rappellent alors qu'ils n'ont pas été consultés avant le début du projet, ce qui ravive un grand sentiment d'injustice. Des affrontements éclatent entre la police et les manifestants. Mais comment un simple projet présenté par le gouvernement a pu se transformer en un véritable cauchemar social et écologique, faisant réfléchir tout un pays sur la façon d'utiliser les ressources naturelles et sur l'importance du respect pour les peuples autochtones? C'est ce que nous allons vous expliquer aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'enquête géographique. Dans le calme apparent du petit village de Rexton, un nouveau chapitre s'écrit. Et pas n'importe lequel, car sous la terre, bien cachée dans une couche de roches denses, se trouve une richesse naturelle qui attire les convoitises, le gaz de schiste. Une entreprise texane SWN Ressources Canada débarque avec une mission précise, exploiter ce sol pour y extraire du gaz. Pour cela, elle utilise une méthode chirurgicale appelée fracturation hydraulique combinée au forage directionnel. Le principe, forer un puits comprenant une partie verticale destinée à atteindre la bonne profondeur entre 1500 et 3000 mètres et une partie horizontale longue de plusieurs kilomètres qui permet de drainer dans sa longueur la couche géologique contenant le gaz. Ensuite, il faut faire descendre un outil dans le puits équipé de charges explosives dirigées, provoquant ainsi un grand nombre de micro-fractures dans la roche contenant le gaz, rendant celle-ci poreuse et permettant au gaz de schiste d'être récupéré en surface. Enfin, il faut injecter de l'eau à haute pression dans la formation géologique en passant par les puits horizontaux. L'eau injectée contient des additifs variés afin d'améliorer la fracturation. En moyenne, pour une longueur de puits horizontale d'1 kilomètre, il faut 30 opérations de fracturation qui consomment chacune 300 mètres cubes d'eau, 30 tonnes de sable et 0,5% d'additifs. Dès juin 2013, des voix se lèvent, des membres de la communauté Micmac, des habitants et des militants écologistes bloquent les routes, s'interposent face aux camions et installent des campements. Leur but est de stopper les activités de SWN et de protéger leur territoire. Cette carte montre de manière détaillée la région de Rexton, dans le Nouveau-Brunswick, à proximité de l'océan Atlantique et au nord de Saint-Jean, et met en lumière la position stratégique de cette région. De plus, les zones de fracking sont identifiables par leur concentration géographique. Bien qu'elles ne soient pas toujours visibles sur la carte, ces sites sont localisés à proximité des routes, ce qui facilite l'accès aux compagnies gazières, venues sonder le sous-sol dans le but d'y trouver du gaz de schiste. Ce gaz est une forme de gaz naturel provenant d'une roche sédimentaire appelée schiste. Encerclés par des zones boisées, les sites de forage se situent dans ou autour de ces forêts. La présence des cours d'eau à proximité augmente les risques de contamination de l'eau, poussant ainsi les populations locales à craindre ces activités. Cela conduit à la création de mouvements de protestation, voire des meutes en signe d'opposition à ces pratiques. Au nord résident les Premières Nations Micmac, notamment la communauté Essipogtog, qui s'est fortement opposée au fracking, considérant que cela déséquilibre leur mode de vie. Nous voyons donc les enjeux socio-environnementaux que soulèvent ces activités ainsi que leur effet sur ces populations et sur leur bien commun. C'est le 17 octobre que tout éclate. Des écologistes et des groupes autochtones mènent une forte mobilisation. Ils érigent des barricades sur une route pour empêcher les véhicules de SWN Ressources d'accéder au site d'exploitation. Une série d'affrontements se déclare alors entre les forces de l'ordre et les manifestants anti-fracking. De violentes méthodes sont utilisées pour démanteler le blocus, telles que du poivre de Cayenne et des chiens policiers. Résultat des courses, plusieurs véhicules de la Gendarmerie royale du Canada incendiés et plus de 40 arrestations. La plus marquante fut celle d'Aaron Sock, le chef de la communauté
d'Elsipoctor. Cet événement a attiré l'attention nationale et internationale sur les enjeux du fracking et le droit des autochtones. Finalement, une prise de conscience générale sur l'écologie et les revendications des Premières Nations s'est installée. Économiquement parlant, les préoccupations sont nombreuses pour les Rextonais. Car bien que le fracking puisse offrir de nombreux avantages économiques tels que la création d'emplois et des recettes fiscales élevées, elle entraîne aussi d'énormes problèmes pour les habitants. Le fait que les sites de fracturation hydraulique soient à proximité d'habitations peut en baisser la valeur de 24%, ce qui entraînera des conséquences dévastatrices pour les personnes ayant investi des sommes astronomiques dans l'augmentation du prix des loyers peut également perturber le marché immobilier, affectant ainsi les personnes âgées représentant 32,5% de la population et les familles à faible revenu qui dépendent des logements à bas prix. Une économie à deux vitesses peut résulter d'une croissance trop rapide du secteur des ressources, laissant alors dans le rétroviseur les autres secteurs comme ceux de la santé et de l'éducation, entraînant un sentiment d'injustice grandissant et un stress psychosocial général, surchargeant ainsi les services de santé. À Rexton, bien que l'exploration du gaz de schiste a été limitée, elle a eu des conséquences notables sur l'environnement. Des fuites de méthane ont été détectées dans plus de 10% des puits, contaminant les nappes phréatiques et rendant parfois l'eau du robinet inflammable. Ces activités ont aussi pollué l'air en libérant des substances toxiques comme le benzène. La construction des infrastructures a entraîné la déforestation, perturbé les habitats naturels et fragilisé certaines espèces, notamment le caribou des bois. Ces dommages écologiques peuvent persister pendant des décennies, et leur réparation reste souvent coûteuse et incomplète. Le cas de Rexton montre que l'on ne peut plus imposer des projets énergétiques sans dialogue réel avec les populations concernées. Le respect de l'environnement et des droits humains doit primer sur les intérêts économiques. Ce conflit local résonne aujourd'hui à l'échelle mondiale, de l'Argentine à la France. Les contestations contre le fracking se multiplient, témoignant d'un besoin urgent de repenser à nos politiques énergétiques. La fracturation hydraulique apparaît comme une solution à court terme aux besoins énergétiques, mais elle engendre des conséquences environnementales et sociales qui, à long terme, pourraient coûter bien plus cher. Plutôt que de s'accrocher à des méthodes destructrices comme le fracking, il est temps de favoriser des énergies propres et renouvelables qui respectent à la fois les écosystèmes et les peuples.